Ceci est un livre audio autogénéré par Google. PRESMIER partie, l'art du roman double. Chapitre 1 Armance. La nature aime à se cacher. HERACLITE. Dans ce monde, il faut ou s'étudier sérieusement soi-même, ou vivre au hasard, exposé sans cesse à être le jouet des autres hommes et de ses propres faiblesses. Préface des Essais de Michel de Montaigne, tome 1, édition de 1739. Cette édition des Essais de Montaigne a appartenu à Henri Bell. Elle fait partie des innombrables volumes annotés par l'écrivain grenoblois, considérés comme invendables dans les années ayant suivi sa mort, et aujourd'hui conservés à la bibliothèque Sormani de Milan sous le nom de Fombucci. Ainsi, en marge de cette phrase, il a écrit dans ce mélange de langues dont il est coutumier: To take for the preface of my book on happiness auquel je pensais à Lyon en 1826 je crois. Quel est donc ce livre sur le bonheur que Bell pensait écrire? S'agirait-il de son premier roman Armance III publié à l'été 1827 en 3 courts volumes sans nom d'auteur? Armance, un livre sur le bonheur? Étrange analyse m'objectera-t-on? Tant le suicide y tient une place particulière et tant l'écrivain est à ce moment durement éprouvé par des échecs personnels. Et pourtant, si Armance était bien ce book on happiness auquel il songeait en 1826. Si l'on demandait des nouvelles du jardin des Tuileries aux tourterelles qui soupirent aux fêtes des grands arbres, elle dirait: c'est une immense plaine de verdure où l'on jouit de la plus vive clarté. Nous, promeneurs, nous répondrions: c'est une promenade délicieuse et sombre où l'on est à l'abri de la chaleur et surtout du grand jour désolant en été. Pages 47 à 48, tel est l'avant-propos du roman, où le philosophe Bell s'immisce pour nous indiquer que la réalité n'est qu'une affaire de perception, car il ne dépend que de nous d'en jouir dans la plus vive clarté, ou de la vivre dans l'ombre à l'abri du grand jour que l'on se figure parfois désolant. C'est, entre autres, écartelés entre de fréquents changements de perception qu'Octave et Armance, les deux principaux personnages, vont évoluer au fil des pages. Ainsi, à travers leur expérience, Stendhal nous expose ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas pour parvenir au bonheur, mais de manière si subtile, car la véritable entrave au bonheur n'est pas l'impuissance sexuelle dont il affuble son héros, que même ses proches et premiers lecteurs sont incapables de le comprendre. Si bien qu'il annote dans l'un de ses propres exemplaires: tous le disent mauvais, Fiori, Bézanne, Azur, Sister. Déjà mis à mal par des déceptions amoureuses dont il peine à se remettre, il lui faut encore surmonter ses critiques. Avec franchise, il les révèle à un autre de ses amis tout en condamnant durement ceux qui en sont à l'origine. Avez-vous reçu un roman intitulé Armance? Tous mes amis le trouvent détestable. Moi je les trouve grossiers. Grossiers. Dès décembre 1826 pourtant, Stendhal savait que la compréhension fine de son livre allait s'avérer difficile et ce sans qu'il ne soit déjà question de le dédier au Happy Few. Armance est un roman trop érudito, trop savant, confie-t-il alors lucide à Prosper Mérimée. Il n'ignore pas non plus qu'il manque peut-être, et paradoxalement à son récit une dose d'humanité pour que le lecteur puisse s'identifier à ses personnages. Mais pour Dieu, répondez sur l'article Chaleur. Gardez ma lettre, nous en reparlerons peut-être en 1828. Alors Armance ne serait-il que le premier roman incompris d'un auteur incompris, relatant l'histoire d'un héros incompris? Dans son étude, La création chez Stendhal, Jean Prévost s'étonne de la dureté des critiques des amis de Bell, pourtant gens d'esprit, et de leur incapacité à saisir les motivations réelles de l'écrivain, même si celui-ci se garda bien de s'en expliquer. À l'origine, ce livre devait avoir pour titre Olivier et s'inscrire par défi, dans la continuité d'un autre roman également intitulé Olivier, tout juste publié chez l'éditeur Urbain Cannelle, sans nom d'auteur mais du fait d'Henri de La Touche. Ce petit ouvrage ayant pour thème caché l'impuissance sexuelle, Henri de La Touche, que Stendhal connaissait, l'avait lui-même écrit en s'inspirant du manuscrit d'un roman épistolaire rédigé par Claire de Duras que celle-ci, en revanche, avait renoncé à publier. Début 1827, pour éviter toute confusion, Prosper Mérimée déconseille à Stendhal d'employer le prénom Olivier. L'auteur grenoblois obtempère. Il substitue alors Octave à Olivier et intitule son roman Armance, du prénom de son héroïne. Toutefois, ce n'est pas tant le roman d'Henri de La Touche qui inspire Stendhal que l'œuvre de Claire de Duras dont il est un lecteur assidu. Les similitudes entre les deux textes sont d'ailleurs notoires.
Si Stendhal renonce à la forme épistolaire, il n'en reste pas moins que son intrigue suit assez fidèlement celle de Claire de Duras, ce qui fait écrire à Marc Fumaroli qu'au fond Armance n'est qu'une contrefaçon d'Olivier ou Le Secret. Difficile d'accréditer une telle analyse ne serait-ce qu'en raison d'une différence évidente. Il y a dans Armance une dimension énigmatique totalement absente du texte de Claire de Duras. Selon Annie Collet, cette dimension énigmatique trouve son origine dans les références maçonniques que Stendhal a ajoutées à l'intrigue romanesque pour Gabriel Pascal. Le véritable secret d'Octave de Malivert tient à la métamorphose qu'il subit par le biais d'une certaine initiation spirituelle. Selon Daniel Sansu, le comportement étrange d'Octave pourrait être lié à des raisons occultes. Pour Lydia Bauer, enfin, l'évocation du Faust de Goethe dans le premier chapitre a pour fonction de fournir un indice au lecteur attentif, l'invitant à lire le roman à un autre niveau et à en découvrir le sens caché. Autant d'interprétations qui placent Armance à 1000 lieues des versions préexistantes d'Olivier. Et comment ne pas se rallier à elle, lorsqu'il nous est donné de lire dans les toutes premières pages du livre cette remarque formulée par l'oncle d'Octave, le commandeur de Soubirane, à son encontre. D'où je conclus que si tu n'es pas le Messie attendu par les Hébreux, tu es Lucifer en personne, revenant exprès dans ce monde pour me mettre martel en tête. Que diable es-tu ? Page 52. De toute évidence, cette phrase est révélatrice des différents niveaux de lecture proposés par Armance. Introduite au moment où Stendhal se charge de la description initiale de son héros, nous apprenons notamment qu'Octave vient de sortir de l'école polytechnique, qu'il est âgé de 20 ans, qu'il est beau, grand, distingué mais misanthrope. Cette phrase pourrait être une apostrophe destinée au lecteur. Dans Le Rouge et le Noir, quelques années plus tard, il révélera qu'un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Mais quelle image ce miroir reflète-t-il ? Celle de la société ? Celle de l'auteur ? Celle du lecteur ? Claude Roy a pour sa part tranché. Le fameux miroir sur la grande route ne réfléchit jamais que les multiples masques d'un seul visage, celui de Stendhal donc. Et si nous supposions que la principale raison d'être d'Octave, à travers la quête de soi qu'il attend puisqu'il va s'agir de répondre à la question « Que diable es-tu ?» était d'éclairer l'auteur et par extension, le lecteur sur lui-même. Le Messie est celui qui vit selon la vérité et sauve l'être humain de la mort de l'âme. Quant à Lucifer, son nom ne signifie-t-il pas étymologiquement porteur de lumière ? Dans les promenades dans Rome, alors qu'il décrit un tableau du Guerchin, Stendhal évoque Lucifer en ces termes. Le Lucifer est charmant, c'est un génie ailé qui tient un flambeau. Messie et Lucifer, confondus ici dans un même rôle, s'incarnent donc en Octave de Malivert. Ainsi, Bell jouerait d'emblée carte sur table en affichant sa volonté de mettre Martel en tête à son lecteur afin de lui éviter de peindre sa vie à venir et ses rapports avec les hommes, sous des images trop sombres. Page 52. Une annotation dans l'exemplaire qu'il conservait dans sa bibliothèque ne laisse guère de doute sur ses intentions. Le ridicule des jeunes gens dont j'espère les avertir, ce roman veut les avertir, c'est que sans avoir le malheur d'Octave on les voit aussi sombres que lui. Enfin, cette phrase surprenante peut aussi être considérée comme une sorte d'introduction au débat philosophico-théologique qui occupe toute une partie d'Armance. Dans ce premier chapitre, le lecteur découvre les principaux protagonistes du roman à l'exception d'Armance, les parents d'Octave, le marquis et la marquise de Malivert, son oncle, le commandeur de Soubirane, ou encore la marquise de Bonnivet, cousine et amie intime de la marquise de Malivert. Tous, hormis la marquise de Bonnivet, souffrent de maux divers qui ont pour origine l'idée fausse qu'ils se font de la réalité et les sentiments de peur que cette idée fausse génère. Ainsi, le commandeur de Soubirane est effrayé, page 52, par le caractère de son neveu. La marquise de Malivert redoute que son fils ne soit atteint d'une affection de poitrine, page 53, que les nombreux médecins qu'elle consulte finissent par déceler chez elle, et enfin, le marquis de Malivert est persuadé d'être un gueux, réduit à la misère, à l'aumône, page 54, alors que, malgré les confiscations qui ont touché l'aristocratie à la Révolution, il possède près de 30 000 livres de rente, peur de l'autre, de la maladie, de la pauvreté. Tel est le triste cadre dans lequel Octave vit ou plutôt survit. Quant à l'hôtel de Malivert, il est à l'image de ses occupants, ténébreux. La description du salon et de la chambre d'Octave sont sans appel. Une teinture de velours vert surchargée d'ornements dorés, semblait faite exprès pour absorber toute la lumière que pouvaient fournir deux immenses croisées garnies de glace au lieu de vitres.
La chambre du jeune vicomte, pratiquée au-dessus du salon et sacrifiée à la beauté de cette pièce essentielle, avait à peine la hauteur d'un entresol. Cette chambre était l'horreur d'Octave. Pages 54 à 55. Dès lors, on comprend aisément que le pauvre Octave en soit réduit à regretter sa petite cellule de l'école polytechnique, qui lui offrait l'image de la retraite et de la tranquillité d'un monastère. Page 55. Un endroit où il pouvait s'adonner au plaisir de réfléchir librement. Pour échapper à son destin, car le jeune vicomte de Malivert sait qu'il n'aura d'autre choix que de faire ce que l'on attend de lui, noblesse oblige, comme Stendhal aime ironiquement à le répéter, il songe alors à devenir clerc. Toutefois, en cherchant à pénétrer les vérités de la religion, il approche les philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles, ces écrivains qui depuis 2 siècles ont essayé d'expliquer comment l'homme pense et comment il veut, page 55, et bientôt ce qu'il trouve dans leurs livres lui fait renoncer à son idée. Il comprend que la religion dogmatique ne lui donnera pas ce principe fondamental, préalable à sa quête de vérité, auquel il aspire tant, la liberté. Ses parents s'inquiètent alors de ses lectures, de ses passions, de sa manière d'être. Le marquis voyait avec une sorte d'horreur un jeune gentilhomme se passionner pour les livres, page 55. « Voudrais-tu me jurer comme tu le fis dimanche que tu ne lis pas uniquement de bien mauvais livres ?» Page 57. « Ah, ton caractère a quelque chose de mystérieux et de sombre qui me fait frémir. Dieu sait les conséquences que tu tires de tant de lectures. » Page 27. « Tu offenses Dieu sans doute quand tu lis les philosophes du XVIIIe siècle. » Page 57. Mais tu lis des livres impies et bientôt tu en viendras à douter même de l'existence de Dieu. Page 57 à 58, sceptique et solitaire, épris de science et de philosophie, Octave n'est bien évidemment pas ce que le marquis et la marquise de Malivert voudraient qu'il soit. Et comme conséquence évidente de ces différences, il passe auprès des membres de sa famille pour un être hors norme et par là même inquiétant. Un thème que l'auteur reprendra dans son roman suivant et qu'il résumera en une formule lapidaire. Différence engendre haine. Pour autant, Stendhal nous montre son personnage principal sous les traits d'un héros enchaîné à son milieu en toute conscience, mais cette âme savait fort bien quels étaient ses droits à l'indépendance et à la liberté, et ses nobles qualités s'alliaient étrangement avec une profondeur de dissimulation incroyable à cet âge, page 5960. Octave est incapable de se dresser contre ceux qui l'oppriment. Au contraire, il aime tendrement sa mère, respecte son père et s'accommode de son oncle. Face à tous, il en est réduit à cacher sa nature profonde. Telle est en réalité sa véritable impuissance. Comme si la tare physique dont il souffrait, et que l'auteur révèle également au lecteur dans ses pages, un être tout-puissant et bon pourrait-il me punir d'ajouter foi au rapport des organes que lui-même il m'a donnés ? Page 57. N'était que le reflet de son incomplétude psychique. Ici comme ailleurs, Henri Bell puise dans sa propre vie pour donner vie à son héros. Orphelin de mère, tyrannisé par son père, sa tante et son précepteur dans ses jeunes années, il gît littéralement dans certaines de ses lignes. Ainsi, la profondeur de dissimulation dont fait preuve Octave à l'égard de ses proches n'est guère différente du mensonge auquel avait souvent recours le jeune Bell pour préserver ses pensées intimes. J'étais méchant, sombre, déraisonnable, esclave en un mot, dans le pire sens du mot, et peu à peu je pris les sentiments de cet état. Le peu de bonheur que je pouvais accrocher était préservé par le mensonge. Il est encore possible de voir dans la passion qu'Octave nourrit pour la chimie celle qu'a entretenue le jeune Henri pour les mathématiques. Pour lui aussi, il s'agissait d'un devoir qu'il s'était imposé pour quitter sa ville natale et fuir l'emprise de son père. Un autre sens semble néanmoins enfoui dans cette fameuse réponse d'Octave à l'une des nombreuses remarques de sa mère. « Mon goût pour la chimie, reprit Octave, n'était pas une passion, c'était un devoir que je m'étais imposé. Et Dieu sait, ajouta-t-il en soupirant, s'il n'eût pas été mieux d'être fidèle à ce dessein et de faire de moi un savant retiré du monde. » Page 58, dans son propre exemplaire, Stendhal a écrit en marge de ce passage « Un imitateur de Newton, car Newton est accusé de babylonisme. » Quelle étonnante annotation, car au-delà d'une supposée impuissance, pourquoi faire d'Isaac Newton un chimiste ? Comme le rappelle Lydia Bauer, dans son ouvrage Diane et Mercure. L'alchimie à l'œuvre dans la Chartreuse de Parme, Newton est surtout connu pour ses contributions à la physique et aux mathématiques. Dans la partie qu'elle consacre à Armance, elle n'hésite pas à rapprocher cette phrase d'une crainte formulée quelques lignes auparavant par la marquise de Malivert à l'encontre de son fils. Ta passion désordonnée pour les sciences,
Tes études me font trembler, tu finiras comme le Faust de Goethe. Page 57. Comme chacun le sait aujourd'hui, le légendaire personnage auquel Goethe redonna vie est un alchimiste, comme l'était également Isaac Newton. Toutefois, dans les années 1820 à 1830, les travaux alchimiques de ce dernier étaient assez peu connus, si bien qu'on est en droit de se demander ce que Stendhal savait à ce sujet et comment il le savait, car il ne fait aucun doute ici que le terme chimie recouvre le terme alchimie et renvoie à la franc-maçonnerie. La passion d'Octave pour la chimie est donc une passion secrète pour l'alchimie. Une passion qui peut-être pourrait l'amener à dépasser la condition humaine. Cette mystérieuse prédisposition est perçue par la marquise de Malivert qui s'avère être, malgré son incompréhension et sa désapprobation, complice de son fils. Certainement, disait-elle, je sens en lui quelque chose de surhumain. Il vit comme un être à part, séparé des autres hommes. Page 59. Comment oserais-je me croire faite pour donner des conseils à un être aussi fort et aussi singulier ? Je n'ai point pour le consulter d'amis doués d'une raison assez supérieure. D'ailleurs, puis-je trahir la confiance d'Octave ? Ne lui ai-je pas promis un secret absolu ? Page 60. Dans le chapitre suivant, Stendhal ramène a priori son lecteur à des considérations plus prosaïques en faisant reposer son intrigue sur les conséquences générées par le versement d'une indemnité de 2 millions de francs à la famille de Malivert. A priori seulement car l'auteur utilise en fait ces conséquences pour jeter son héros dans un processus initiatique. Observant le nouvel attrait dont il est l'objet dans le salon de la marquise de Bonnivet, il éprouve un peu plus de dégoût pour ses semblables. Je suis donc si peu aimé, se disait-il, que 2 millions changent tous les sentiments qu'on avait pour moi. Au lieu de chercher à mériter d'être aimé, j'aurais dû chercher à m'enrichir par quelque commerce. Page 65, c'est alors que deux événements intimement liés surgissent. Octave découvre une attitude digne d'intérêt chez sa cousine Armance de Zoïloff et frôle la mort. Arpentant les rues de Paris, le jeune vicomte de Malivert, distrait par une pensée nouvelle, les prémices du désir d'aimer et d'être aimé, est renversé par une voiture lancée à plein galop. Selon Lydia Bauer, le cycle de mort et de renaissance qui met la transformation d'Octave en marche débute ici. La roue de derrière serra fortement sa poitrine et déchira son gilet, il resta immobile. La vue de la mort lui avait rafraîchi le sang. « Dieu, que n'ai-je été anéanti » dit-il en regardant le ciel. Et la pluie qui tombait par torrents ne lui fit point baisser la tête. Cette pluie froide lui faisait du bien. Ce ne fut qu'au bout de quelques minutes qu'il se remit à marcher. Page 68. Comme si l'allusion à la mort n'était pas suffisante, le romancier éprouve le besoin d'évoquer le ciel, la pluie et de prêter à Octave une étonnante immobilité, autant de symboles forts, liés à une spiritualité naissante. Mais l'épreuve ne s'arrête pas là, une fois rentré chez lui, Octave se livre à une douloureuse introspection, considère sa pauvre vie et songe au suicide, pourquoi ne pas en finir ? Qu'est-ce que la mort ? Se dit-il en ouvrant la caisse de ses pistolets et les considérant. Bien peu de choses en vérité, il faut être fou pour s'en passer. Page 68. Quelle étrange remarque que ce « il faut être fou pour s'en passer » ajouté de manière superfétatoire par Stendhal, comme s'il s'agissait de souligner la portée d'une mort symbolique nécessaire à la renaissance d'un autre homme, puis, le retour à la vie survient. Des idées d'un autre genre se présentèrent à Octave. Le jeune homme compare alors le plafond si écrasé de sa chambre à la hauteur du superbe salon de l'hôtel de Bonnivet. Il a au moins 20 pieds de haut, se dit-il. Comme j'y respirerais à l'aise, page 69. La métaphore est évidente. L'hôtel de Bonnivet illustrant la respiration de l'âme, allusion à la spiritualité de Madame de Bonnivet à laquelle Octave va cependant s'opposer, et le sentiment amoureux, nièce de Madame de Bonnivet, Armance vit chez elle tel qu'Henri Bell le conçoit. C'est-à-dire comme principe de transformation intime, l'amour permet à l'être humain de toucher au vrai qui réside en lui-même. Octave envisage alors d'user l'argent de l'indemnité pour se faire construire un salon, semblable à celui de l'hôtel de Bonnivet, dans lequel il entreposerait ses livres et où il ferait placer 3 glaces de 7 pieds de haut chacune, car ayant toujours aimé cet ornement sombre et magnifique, pages 69 à 70. Et Stendhal de souligner une fois de plus le goût de son héros pour la dissimulation. Ainsi le vicomte de Malivert porterait la clé imperceptible, page 69, de son hôtel à la chaîne de sa montre et lorsqu'un domestique viendrait y faire un peu de ménage, il tâcherait de le surveiller étroitement afin que celui-ci n'aille pas chercher à deviner ses pensées par le choix de ses livres,
page 69. On peut s'interroger sur l'intérêt particulier d'Octave pour les miroirs, tels qu'il les décrit ici, ou sur sa volonté de cacher sa vie intellectuelle. L'essaim qui paraît avec cette allusion au livre que personne ne doit voir, mais aussi avec l'évocation de Lucius Junius Brutus, fondateur légendaire de la République romaine, connu pour avoir dissimulé son intelligence à son entourage car son oncle menaçait de le tuer. Nous verrons que la fin d'Armance fait, entre autres, écho à la légende de Brutus. Et l'on peut encore s'interroger sur la mention d'un carnet caché dans le secret de son bureau, page 70, sur lequel Octave rédige quelques notes en caractères grecs, page 70, à la date du 14 décembre 182. Page 70, l'une des rares dates figurant dans le roman avant de déchiffrer. Il déchiffra page 70 sur son piano un acte de Don Juan de Mozart dont les accords si sombres lui rendirent la paix de l'âme, page 70. Ne pourrait-on pas voir dans ces différentes évocations autant de références à la franc-maçonnerie? Les caractères grecs symbolisent une connaissance ésotérique, tout comme la capacité à déchiffrer une partition d'un opéra dans lequel le plus célèbre des compositeurs francs-maçons défie la morale religieuse, ce qui, en outre, a pour conséquence de ramener Octave à une certaine sérénité. L'ombre de Mozart semble planer implicitement sur tout le roman. Quant à la date du 14 décembre, si l'on se reporte à un calendrier de l'année 1827, elle est située entre la Sainte Luce, symbole de la renaissance de la lumière, et la Sainte Octave. Enfin, la mention à Brutus et les notes en caractères grecs renvoient également le lecteur à la mythologie antique, dont l'importance dans l'enseignement maçonnique n'est pas à démontrer ici. Le chapitre 3 est l'occasion pour l'auteur d'aborder la dualité de son héros qui, homme affable en société, lutte pour réprimer de forts accès de violence dans ses moments de solitude. Il n'y avait pas un an qu'un jeune laquais effrayé de la figure d'Octave ayant eu l'air de s'opposer à son passage. Un soir qu'il sortait en courant du salon de sa mère, Octave, furieux, s'était écrié « Qui es-tu pour t'opposer à moi? Si tu es fort, fais preuve de force. » Et en disant ces mots, il l'avait saisi à bras-le-corps et jeté par la fenêtre. 72. Bien qu'il ait blessé son laquais et qu'il se soit adressé à lui en employant le ton d'une divinité, Octave fait par la suite amende honorable en se constituant le domestique de son domestique, prouvant ainsi son humilité. Plus loin, Stendhal nous apprend que les crises de violence de son personnage avaient redoublé dans les premiers temps de son séjour à l'école polytechnique et s'étaient apaisées après qu'il eut envisagé de devenir ecclésiastique. Le génie de l'auteur, qui s'est amusé à dissimuler plusieurs secrets dans un secret, apparaît une nouvelle fois ici puisqu'il est possible de faire une double lecture de ce passage. En optant pour une vie dénuée de relations sexuelles, Octave se préserverait d'un douloureux aveu et des lourdes déconvenues que celui-ci pourrait générer. À un autre niveau, devenir prêtre permettrait à cet esprit peu commun d'échapper au chemin trop étroit que sa naissance et son entourage ont d'ores et déjà tracé pour lui. La première scène d'intimité entre Octave et sa cousine Armance de Zoïlof apparaît également dans ces pages, et à leur lecture, on ne peut que souscrire à la révélation faite par François Yoshitaka Ushida du mot caché dans le nom à consonance russe de l'héroïne du livre. Zoïlof signifie philosophe. Alors que le vicomte de Malivert lui fait part de ses tourments et se plaint de sa solitude, celle-ci cherche à lui faire comprendre que le principal obstacle à son propre bonheur réside en lui-même. Mais remarquez que vous trouvez toujours des raisons à ne pas voir la société. Il ne faudrait pas ensuite vous plaindre de l'isolement où vous vivez. Ah! C'est d'amis que j'ai besoin, et non pas de voir la société? Est-ce dans les salons que je rencontrerai un ami? Oui, puisque vous n'avez pas su le trouver à l'école polytechnique. Vous avez raison, répondit Octave après un long silence. Page 74, ce passage préfigure le rôle de guide spirituel qui sera celui d'Armance dans la suite du récit. C'est en le confrontant à un objet peu attrayant que l'auteur grenoblois fait entrer son lecteur dans le 4e chapitre de son livre. Il s'attarde sur la description de cet objet, qui s'avère être un cachet figurant sur un paquet. Sur un champ de sable on voyait 2 os en sautoir. Octave, qui avait un goût parfait, admira la vérité du dessin de ces 2 tibias et la perfection de la gravure. Page 77. Le mot en italique est souligné dans le texte original. Comment ne pas rapprocher ce symbole de ceux dont Stendhal a orné les murs de la chapelle de la Tour Farnèse dans la Chartreuse de Parme,
Cette quantité de têtes de mort en marbre blanc de proportions colossales, élégamment sculptées et placées sur deux os en sautoir. Ou encore de cette scène de la guerre et la paix de Léon Tolstoï où la référence n'est nullement voilée. Et ayant jeté un nouveau regard aux mains du voyageur, il distingua plus nettement sa bague avec la tête de mort, emblème des francs-maçons. Un symbolisme maçonnique auquel dans cet extrait d'Armance, Stendhal accole les mots de vérité et de perfection. Le paquet renferme une Bible et comme la lettre qui l'accompagne ne comporte pas de signature, Octave la jette dans la cheminée. Interrogeant ses domestiques afin d'identifier l'expéditeur, il est question de mystère, de commission secrète et de grand secret, page 78. Le nom de Madame de Bonnivet est finalement cité. Octave lit la lettre, qui avait volé au-delà de la flamme et n'était point brûlée, page 78, et découvre que non seulement son intérêt pour les philosophes prônant l'athéisme, Claude-Adrien Helvétius, Jérémie Bentham et Pierre Bell, est connu d'elle mais qu'elle lui en fait reproche. Et Stendhal de commenter l'attitude de Madame de Bonnivet. Dès qu'on est sectaire, l'on descend à employer l'intrigue et l'on a des espions. Page 78. Alors que Madame de Bonnivet débute son entreprise de conversion d'Octave au protestantisme par le biais de conversations destinées à analyser son sentiment religieux, Armance de son côté lui impose une première épreuve, celle du silence. C'est avec un engouement certain que le jeune vicomte de Malivert envisage ses longues discussions théologiques avec la sage, Madame de Bonnivet, tout imprégnée de philosophie kantienne et de mysticisme allemand, et dont l'influence n'est pas sans déplaire aux jésuites de robe courte, page 91. Si l'on voit poindre ici la farouche et constante opposition de Stendhal aux jésuites, il ira plus loin encore dans les pages suivantes en pronostiquant la fin imminente de la religion catholique. Il prête toutefois à Octave une remarque alambiquée. Cet être qui se croyait si exempt de fausseté, ne sut pas se défendre d'un mouvement de plaisir à la vue d'une fausseté que le public allait se figurer sur son compte. Page 91. Cette phrase, dont il n'est pas peu fier puisqu'il la note dans son propre exemplaire, Very well pour le fond, révèle le degré d'incroyance du héros d'Armance car en dépit des efforts de Madame de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.